23 octobre 1944, il est 11 heures du matin. Dans son bureau de la rue Saint-Dominique, le général de Gaulle fait les 100 pas en tirant nerveusement sur sa cigarette. Il attend depuis le début de la matinée des dépêches de Moscou, Londres et Washington. Il attend que ses alliés lui fassent signe. Voilà en effet 8 semaines, jour pour jour, qu'il est entré en libérateur dans Paris. 8 semaines qu'il est le président de facto du gouvernement provisoire de la République française, et personne dans les capitales étrangères ne semble s'en être aperçu. Alors, il a envoyé des émissaires aux Américains, aux Anglais et aux Russes pour leur rappeler les usages de politesse élémentaire en matière de diplomatie. Et maintenant, il attend. Il attend la reconnaissance officielle de son gouvernement. De Gaulle allume une nouvelle cigarette au mégot qui grésille entre ses doigts et se campe devant la fenêtre. À 2 pas, les arbres du square Sainte-Clotilde se teintent de roux, et plus loin, là-bas, le dôme des Invalides luit doucement sous le soleil pâle de cette matinée d'automne. Il y a dans tout cela une douceur, un calme, un équilibre que De Gaulle avait oublié dans la tourmente de la guerre et la grisaille londonienne. Un instant, le général se laisse prendre par la magie du spectacle. Puis, brusquement, il se détourne, agacé. Tout cela n'est qu'un décor, un masque derrière lequel se dissimule une réalité bien différente, celle d'un pays brisé, ruiné par la guerre, blessé par 4 ans d'occupation. En réalité, 2 mois après la libération de Paris, tout va mal. Les communications sont désorganisées, l'économie est au point mort et le ravitaillement est le souci numéro 1 du gouvernement. Tout manque. Même les aliments de base font défaut. On a dû rétablir les tickets de rationnement et les cartes de pain. Tanguy Prigent, le ministre socialiste de l'Agriculture, explique aux Français pourquoi ils doivent accepter l'austérité. Le gouvernement a rétabli le rationnement et réduit la ration des adultes parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, dans l'état présent de nos stocks, d'assurer l'approvisionnement en pain de tous les Français. C'est là une situation de fait, que l'indiscipline et les agitations ne peuvent qu'aggraver dangereusement, au détriment des travailleurs et du pays tout entier. Les préfets doivent prendre des dispositions énergiques afin de mettre un terme au scandaleux vol de tickets dans les mairies et pour faire respecter le rationnement. Les boulangers doivent se plier au collectage nécessaire des tickets. Et je les informe que des sanctions extrêmement graves seront prises immédiatement contre ceux qui s'opposeraient à l'application des mesures de rationnement. Je n'hésiterai pas à déférer aux chambres économiques exceptionnelles les responsables de toute manœuvre entravant l'action du gouvernement. Je fais enfin appel au civisme des consommateurs, et cela dans leur propre et indiscutable intérêt. Je leur demande de faire preuve de discipline et de résister au trafic des tickets. À ce sujet, je les préviens que des mesures vont être prises pour rendre inutilisables les fausses cartes de pain déjà mises en circulation par les fraudeurs. Je répète que le gouvernement avait le devoir strict de rétablir la carte de pain dans l'intérêt de l'ensemble des consommateurs. Il faut que ces derniers nous comprennent et nous aident. La lutte contre les mauvais Français et contre le gaspillage doit être menée collectivement par tous les honnêtes gens de ce pays. Si chaque bon Français, commerçant, consommateur, fonctionnaire, producteur, fait son devoir, nous passerons le cap difficile et la soudure sera assurée. Dans le cas contraire, des mesures plus rigoureuses encore deviendront inévitables. Mais cela ne sera pas, car je suis sûr que vous nous aurez compris et que vous nous aiderez. Mais la population accepte difficilement ces rationnements. Elle ne comprend pas que la victoire ne soit pas synonyme de fête et que le départ de la Wehrmacht n'ait pas mis fin à toutes les difficultés qui, depuis 4 ans, empoisonnent la vie quotidienne. Alors au Veldiv, les meetings se succèdent et la colère gronde. Dans la grande enceinte du Vélodrome d'hiver à Paris, en ce samedi après-midi, la foule est venue en masse pour répondre à l'appel du comité parisien de libération afin de protester contre les conditions désastreuses du ravitaillement de la capitale. J'évalue à près de 30 000 le nombre des auditeurs présents, mais je sais qu'il y a dans la rue 10 000 personnes qui attendent parce qu'elles n'ont pas pu entrer. Ce public frémissant d'impatience est composé par une forte majorité de femmes. Elles sont pour la plupart venues en cortège, sous des pancartes et des banderoles, qu'elles tendent maintenant au-dessus des têtes. J'en lis quelques-unes. Nous travaillons plus, nous voulons manger mieux. Et celle-ci. Nous voulons du lait pour nos petits et de la viande pour permettre à nos hommes de poursuivre leur effort de guerre. Et cette autre.
Pour essayer le ravitaillement, chassons l'administration vichysoise. À la tribune, les orateurs communistes sont souvent les plus passionnés, les plus durs. Les communistes, qui ont été les grands pourchassés de l'occupation, sortent des maquis de la résistance et peuvent enfin en toute liberté parler haut et fort. Parmi eux, Valdez-Crochet, qui parle au nom des paysans. Prendre des mesures impitoyables contre les trafiquants du marché noir. Reviser le système des impositions agricoles en se basant sur la production réelle. Supprimer les organismes bureaucratiques créés par Vichy et créer, comme vous le disait mon ami Lyonnais, dans les campagnes, des centres de collecte de produits agricoles à forme coopérative, en y faisant participer les comités locaux de la libération, les organisations paysannes et les coopératives agricoles. Favoriser et développer l'échange direct entre producteurs et consommateurs par le moyen de coopératives de producteurs dans les campagnes et de groupements d'achat de petits commerçants dans les villes pour la répartition des produits. Ces difficultés de ravitaillement ne sont pas propres aux seuls Parisiens. Tous les Français les connaissent, même ceux, et oui, même ceux qui ne sont plus en territoire français. Je veux parler de ces collaborateurs qui, depuis 2 mois déjà, ont fui devant les Alliés par centaines, par milliers, vers l'Allemagne pour y trouver asile et protection. C'est à Sigmaringen que bon nombre d'entre eux ont échoué. Sigmaringen, c'est une petite ville du Bade-Württemberg en Allemagne occidentale. Une petite cité sur le Danube où les Allemands ont ménagé une retraite pour Pétain, les membres de son gouvernement et les collaborateurs les plus notoires. Ceux-là sont logés dans un immense château baroque, celui des Hohenzollern, qui dresse ses tours tarabiscotées et ses clochetons au-dessus du Danube. Un site étrange que l'on dirait fait de carton-pâte, un vrai décor de cinéma pour Hitchcock. Mais si les notables de la collaboration ont trouvé derrière ces murs épais confort et nourriture de choix, il n'en va pas de même pour les sans-grades qui grouillent au pied du château dans les ruelles de la ville en quête de nourriture. Juste revanche de l'histoire, ces collaborateurs de tout poil, ces miliciens, ces trafiquants, ces gestapistes français, ces intellectuels pro-allemands ou antisémites qui ont quitté la France par peur des représailles, souffrent maintenant eux aussi du rationnement. Louis-Ferdinand Céline est parmi eux. Céline, bien sûr, c'est avant tout l'auteur du Voyage au bout de la nuit, ce livre extraordinaire qui avait en 1932 révolutionné toute la littérature. Mais c'est aussi, en ce 23 octobre 1944, l'auteur de 2 monstrueux pamphlets antisémites, Bagatelle pour un massacre et Les Beaux Draps. Il a donc lui aussi de bonnes raisons de se retrouver à Sigmaringen. D'ailleurs, cela fait un moment qu'il a quitté la France. Il n'a pas attendu que les Alliés entrent à Paris. Oh non! 3 jours seulement après le débarquement de Normandie, il a filé vers l'Allemagne avec sa femme Lucette, son chat Bébert et de volumineux bagages. Aujourd'hui, le voici nommé médecin de la colonie de Sigmaringen. Médecin, mais aussi chroniqueur, observateur, reporter. Un reporter qui, avec les 1142 petits collaborateurs, regarde avec envie les nantis du château et attend chaque jour, chaque heure, une distribution de vivres qui se fait attendre. Dans son livre D'un château l'autre, qu'il a fait paraître en 1957, Céline raconte. Si familier du château, vous me voyez assez bien en cours. Oh, pas du tout, pas pensionnaire, ne pas confondre, pas 16 cartes d'alimentation, ni 8, une seule. Et c'est ça qui vous situe exact, la carte. J'étais admis au château, oui, certainement, mais pas pour briefer, pour rendre compte. Le château sur ses gardes, vous comprenez tout le Moyen-Âge si vous avez un peu vécu à Sigmaringen. L'envie, toute la haine des vilains tout autour, crevant de toutes les pourritures, famine, froid, fièvre. Les gens, les gâtés du château, avaient aussi des sentiments, des manières pour mater la plèbe. D'abord, les rumeurs, répandre des nouvelles très heureuses. La seule qu'ils firent circuler fut qu'ils allaient casser la croûte avec les vilains, eux-mêmes, là, sans façon, là, au pont-levis, avec les 1142, toute la racaille des murmurants, cloche et galetas. D'abord, une distribution de pain. Oh, mais formidable! À tous les réfugiés du bourg, jeudi à midi, juste midi, qu'il suffirait d'être là, présents, tous! Vous pensez que de telles rumeurs tombent pas dans des oreilles de sourds? Qu'il y avait du monde au pont-levis, l'affluence le jour indiqué, et dès l'aube.
Ah, l'estomac a pas d'oreille. Tous les collabos, ils étaient au pont-levis, sauf les crevards, et ceux en fuite en forêt noire. Mais enfin, on peut bien le dire, sur les 1142, bien au moins 1000 étaient là, s'attendant à toucher quelque chose. Et si ça parlait, discutait, les réflexions du suc gastrique, pain noir, pain bip, petit pain, et tous sacrément renseignés, ou Villemouchard, remonteur du moral, qui savait très bien ce qu'allait venir. Alors pour les enfants, croissant brioche. Ah, c'était pas à discuter. Moi qui étais au courant de Sicène, je me disais, ça va être la rafle, la grande cueillette des faméliques. Ce rassemblement est un truc. En attendant les brioches, ils s'échangeaient puces, poux, morpions, galles. Ah, vous auriez vu comme convulsif, une petite foule d'épileptiques. Ah, quand même la faim. Faim plus que tout. Oh, ce qu'ils allaient pouvoir s'empiffrer. Oh là là, d'un pied sur l'autre, se grattant, labourant, s'arrachant les sillons de galles. Ils étaient en sorte de demi-cercle devant le pont-levis, roulaient de ces calots, fascinés de ce qu'allait sortir comme bombance. Ah, pas seulement du pain, du jambon avec, des sandwichs et du saindoux. Mais le pont-levis du château ne s'abaissera pas ce jour-là. Une attaque de la RAF dispersera les affamés et leur fera regagner leur cave. Et tandis qu'à Paris, on attend la reconnaissance par les alliés du gouvernement de Gaulle, à Sigmaringen, dans ce château perdu de la forêt noire, les anciens de Vichy ne se résignent pas à la défaite de l'Allemagne. Non, ils ne se résignent pas et pensent encore représenter quelque chose. Il y a tout juste un mois, ils ont même créé ce qu'ils ont appelé la délégation gouvernementale française pour la défense des intérêts nationaux. Et entre amis, ils se sont distribués des postes et des ministères. Brinon est ambassadeur, Déat est ministre du Travail, Darnan est au maintien de l'ordre. Pétain et Laval, certes, ne font pas partie de ce gouvernement fantoche. Ils ne le reconnaissent pas. Ils se considèrent, eux, comme prisonniers des Allemands, enlevés de force et exilés en terre étrangère. Céline regarde tous ces hommes. Il le regarde sans complaisance. Il n'a pas oublié ce qu'ils étaient quelques mois plus tôt. Et sa galerie de portraits n'en est que plus féroce. Le premier qu'il épingle dans son livre D'un château l'autre est de Brinon, celui qui 3 ans plus tôt tenait à Paris ce petit discours. Nous entendons prouver que la France est prête à fournir volontairement sa contribution au monde qui s'édifie, et nous mettons simplement sous les yeux le principal de son apport. Voilà ce que disait de Brinon le 2 juin 1941, alors qu'il avait le poste peu enviable d'ambassadeur de France à Paris. Écoutez maintenant comment Céline embrosse le portrait à Sigmaringen en ce mois d'octobre 44. Je l'ai déjà dit, avec moi, Brinon s'est toujours montré parfaitement régulier. Pas cordial, non, mais régulier. Il aurait pu me tenir rigueur que j'avais pas le très-haut moral, que j'écrivais pas dans La France, que je voyais pas les Boches vainqueurs, que je tenais des propos très libres, que je jouais pas le jeu. Mais lui, quel jeu il jouait? J'ai jamais su. Comme disait Bonnard, Brinon, animal des cavernes, terrible ténébreux. Vous n'aviez rien à en tirer. Tout de même, 6 mois avant la fin, je venais encore lui parler de pommade soufrée et de mercure. Oh, docteur, allez, dans 6 mois, tout sera fini. Je lui demandais pas dans quel sens. Jamais il m'a rien dit de rien. Et Déat, vous vous souvenez de Déat et de ses déclarations le 30 janvier 1943? Cette guerre a commencé par la plus triste des erreurs françaises. L'Allemagne a été forcée de nous vaincre pour nous ramener à la vérité historique et géographique. 1 an et demi plus tard, Déat est lui aussi à Sigmaringen. Voici comment le voyait Céline. Déat, géant de la pensée politique. Il partait tout seul au fond des bois, il frayait peu, il préférait. Il mettait au point un certain programme de l'Europe burgonde et française, avec élections primo-majoraux, pluri, différées. Il méditait. À Sigmaringen, il y a aussi Laval, le président Laval qui, le 22 juin 1942, a prononcé cette terrible petite phrase. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Céline ne fera pas un portrait de Laval à Sigmaringen. Il se contentera de lui rendre visite et de le laisser parler. Je m'assois, ma sacoche sur les genoux, mes instruments, Bébert aussi sur mes genoux dans sa gipsière. Je connaissais sa plaidoirie. 10, 20 fois il me l'avait servi.
que dans les conditions du monde, la faiblesse européenne, un seul moyen de tout arranger, sa politique franco-allemande, la sienne. Que sans sa collaboration, c'était plus la peine d'insister. Il n'y aurait plus d'histoire, plus d'Europe. Que lui, il n'aimait pas l'Allemagne, que lui, il n'aimait pas Hitler non plus, qu'il connaissait la Russie, etc., etc. Ah, moi, je pouvais y aller, dodeliner, y rêver pour bien 1 heure, au moins. Je connaissais toutes les variantes. Fins objections, appels pathétiques, qu'il se sentait déjà enterré, son caveau de famille, Châteldon. Oh, mais que d'abord, il les clouerait tous, qu'on l'aurait pas comme ça du tout, qu'il les écraserait d'abord, tous ces jaloux, envieux, déserteurs, opposants, dénigrants, grotesques. Oui, que lui, Laval, pas à confondre, que lui avait la France dans le sang. Il faudrait bien qu'il l'avoue, gnome imbécile. Et que pour l'Amérique, pardon, qu'il l'avait aussi dans sa poche, l'Amérique. Certain de l'Amérique, comme il voulait, l'immense Amérique. Par son gendre d'abord, et par sa fille, américaine, et par le sénateur Taft, le grand électeur de Roosevelt. Ah, la haute cour, docteur, tenez! Il la faisait ramper, la haute cour, parfaitement. Alors, je tâchais de l'interrompre un petit peu, qu'il souffle, ça servait à rien. La façon qu'il était lancé, je pouvais pas parler. Enfin, et j'allais dire surtout, il y a dans le château de Sigmaringen Pétain. Un Pétain grognon et ombrageux qui traîne comme un boulet une certaine petite phrase du 30 octobre 1940. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos 2 pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Personne n'a oublié cette déclaration de Pétain, surtout pas Céline, qui a fait du maréchal un portrait cruel en ce mois d'octobre 44 à Sigmaringen. Pétain fut notre dernier roi de France, Philippe le dernier. La stature, la majesté, tout, et il y croyait. D'abord comme vainqueur de Verdun, puis à 70 ans et mèche, promu souverain, qui résisterait? Raide comme. Oh, que vous incarnez la France, monsieur le maréchal. Le coup d'incarner est magique. On peut dire qu'aucun homme résiste. On me dirait, Céline, bon Dieu, est-ce que vous incarnez bien le passage? Le passage, c'est vous, tout vous. Ben, je perdrais la tête. Prenez n'importe quel bigorneau, dites-lui dans les yeux qu'il incarne. Ben, vous le voyez folle, vous l'avez à l'âme, il se sent plus. Pétain, qu'il incarnait la France, il a godé à plus savoir si c'était du lard ou du cochon. Gibet, Paradis ou Haute-Cour, Douaumont, l'Enfer ou Torres, il incarnait. Le seul vrai bonheur de bonheur, l'incarnement. Vous pouviez lui couper la tête, il incarnait. La tête serait partie toute seule, bien contente, aux anges. Oui, ce Pétain qui incarne encore, comme dit Céline, il n'est pas de bon ton d'en prendre la défense ce 23 octobre 44 à Paris. La page est enfin tournée. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter à la radio la chronique de Jean Guinbert, le ministre de l'Information. J'ai dîné hier soir chez une dame de mes amis. Un dîner comme tant d'autres où l'on se retrouve après des années de séparation. Un dîner d'amitié, de joie partagée, un dîner comme on rêvait d'en faire pendant les années terribles. Et puis, tout d'un coup, alors qu'aucun nuage n'était venu rompre l'harmonie des cœurs et des pensées, quelqu'un a jeté le nom de Pétain dans la conversation. Il l'avait fait comme il se doit, sans déférence, et avec la brutalité de jugement qui s'impose. Or, la maîtresse de maison à laquelle la résistance doit beaucoup, et dont le loyalisme républicain n'est pas en question, s'est soudainement insurgée. Nous avons réentendu les vieux arguments qui, pendant les années d'occupation, ont jeté certains esprits dans le plus profond des désarrois. Il était de bonne foi, c'est un grand patriote, un maréchal de France ne trahit pas, il est si vieux. Il faut dire et répéter qu'il a livré la France à l'ennemi. Il a couvert de son autorité les persécutions et les déportations, bien sûr. Tout cela aurait eu lieu quand même s'il n'avait pas été là, mais il n'en aurait pas partagé la honte. La France eût été crucifiée, soit,
mais ni plus ni moins qu'elle ne l'a été. Nous n'aurions pas dû supporter l'humiliation de voir justement un maréchal de France accepter tout cela en notre nom. Il n'aurait pas été question de collaboration en tant que doctrine politique. Il n'y avait pas eu Montoire et l'on n'aurait pas maquillé les déportations derrière l'Arlève et autres services du travail s'il n'y avait pas eu un gouvernement français pour en accepter la responsabilité. Ce qui est terrible, ce n'est pas tant ce que nous avons souffert que ce fait qu'il fait trouver un homme, un Français, pour nous raconter que c'était la voie du salut et qu'il fallait le suivre et la suivre pour le plus grand bien de la France. Ce qui est terrible, c'est que la trahison ait trouvé ce porte-parole en la personne de maréchal de France. Et ce qui est grave, c'est qu'il y ait encore des gens pour se refuser à considérer qu'il s'agissait de trahison parce que c'était un maréchal de France qui en lançait des mots d'ordre. Marjolaine, Marjolaine, un minois tout réjoui, un petit bout de nez qui lui, les cheveux sentant bon la verveine. Marjolaine, Marjolaine, de petits yeux polissons, aguichant les garçons, voilà tout le portrait de Marjolaine. Marjolaine, Marjolaine, a grandi simplement, sans trop savoir comment, paraît que ça pousse bien la mauvaise graine. Marjolaine, Marjolaine, heureux qui certains jours par ses tendres discours gagnera le cœur de Marjolaine. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, vive la ridondaine. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, Marjolaine, a connu le frisson dans les bras d'un garçon qui sut l'embrasser à perdre haleine. Marjolaine, Marjolaine, elle pensait rire un jour, mais ça durera toujours. Croyez-vous qu'elle en eut de la veine? Marjolaine, Marjolaine, sans raison lui a plu. Y a pas de raison non plus pour qu'un jour il lui fasse de la peine. Marjolaine, Marjolaine, car ces petits romans qui finissent gaiement sont nombreux par nos monts et nos plaines. Cheveux au vent, voici la Marjolaine, pigue la ridondaine. Jupon volant, voici la Marjolaine, au sourire bon enfant. Marjolaine, André Claveau. La suite d'Histoire d'un jour après quelques publicités. Saint-Nicolas vous a laissé des surprises dans 23 octobre 1944. Voici 2 mois déjà que Paris est libéré. 2 mois déjà que la chasse aux collaborateurs est lancée. On a besoin de coupables, on a besoin de victimes. L'épuration a commencé. Et puisqu'on ne peut rien contre les grands, contre les notables de la collaboration qui se sont réfugiés en territoire allemand, à Sigmaringen ou ailleurs, on s'occupe des autres, des sans grade, ceux du moins qui n'ont pas fui. Partout, dans tous les métiers, se constituent des commissions d'épuration. Commission des médecins, des dentistes, des ingénieurs, des experts comptables, des fonctionnaires, des ouvriers. Tous les secteurs, toutes les couches de la population avaient en effet été touchées par la collaboration. Les troupes allemandes étaient restées trop longtemps sur le sol français pour qu'une certaine France ne se pourrisse pas peu à peu, pour qu'une certaine France ne se laisse pas aller à collaborer avec l'occupant. Aussi, lorsque l'heure de la libération est enfin venue, une véritable fureur de punition éclate. Français, Françaises, devant la patrie encore en danger, votre gouvernement provisoire assume toute la responsabilité de cette œuvre de justice et de salut public. Il frappera haut, vite et juste. Mais il ne peut rien sans la confiance et l'appui du peuple, dont il doit exprimer les aspirations. C'est sur cette confiance et cet appui vigilant des masses qu'il compte pour accomplir sa tâche efficacement, dans l'ordre et la dignité que requiert la France victorieuse et meurtrie. Son secrétaire général provisoire à la justice appelle toute la population française à l'aider patriotiquement, en refusant asile à tous les collaborateurs et en s'opposant à leur fuite ou à leur dissimulation, en les livrant sains et saufs aux autorités militaires et civiles chargées de leur arrestation,
en fournissant à celle-ci toutes indications possibles sur les résidences, dépôts et cachettes où il faut sans délai orienter les recherches et les perquisitions. En secondant la force publique dans la surveillance des routes et chemins, des gares et des aérodromes, par où les antipatriotes fuyards pourraient tenter de s'échapper avec leur butin. La trahison paye, ont-ils cru? Eh bien non. Dans la France qui se délivre et se rénove, la trahison ne paye pas. Elle se paye. Sans passion, mais sans crainte. Sans esprit de vengeance, mais sans faiblesse. Justice sera faite. Cette fureur de punition, comme l'appelle l'historien Henri Michel, cette fureur de punition est générale dans la France de cet automne 44. Si l'on a quelque chose à se reprocher, mieux vaut ne pas être là. Mieux vaut, et Céline le sait bien, être au-delà des frontières. Car à Paris, aucun milieu, aucune famille, fût-elle intellectuelle ou artistique, n'échappe à l'épuration. À l'opéra, on est pur. Au théâtre, on est pur. À l'académie, on est pur aussi. Le 8 septembre, c'est Maurras qui est écroué à la prison de Saint-Paul de Lyon. Quelques jours avant lui, le 23 août, c'est Sacha Guitry qui est arrêté à son domicile parisien de l'avenue Élysée-Reclus. Puis, c'est le tour d'Arletty, de Marie Marquet, de Maurice Chevalier et de Pierre Freinet. Tout ce remue-ménage de l'épuration est suivi avec attention par les exilés volontaires de Sigmaringen. Par une de ces ironies de l'histoire qui ne sont jamais tout à fait fortuites, c'est en écoutant la BBC, oui, la BBC, que les collaborateurs réfugiés en Allemagne apprennent ce qui se passe à Paris. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice. Pierre Laval vivait tout content dans son beau château. C'est de là qu'il partait, tout content, pour retrouver son beau bureau. Car Pierre Laval était devenu un très grand personnage. Aujourd'hui, c'est fini. Le beau château est à vendre. Le seigneur de Châteldon a fui. On balaie jusqu'à ses traces. On vend les tableaux, les meubles, l'argenterie. On vend même les fameuses cravates qui se faisaient blanchir à Berlin ou à Rome. Quand on entend ces discours, on comprend que Céline se félicite de ne plus être à Paris. Mais il ne faut pas croire qu'il se réjouisse pour autant d'être à Sigmaringen. L'inquiétude est un trait permanent de son caractère. Ici comme ailleurs, il se sent persécuté. Il est persuadé qu'il va payer pour les autres, pour tous les autres. Pas. Du dernier cloche grabataire crevard fianteux du Fidéli au très haut Laval du château, c'était immanquable. Ah, vous n'aimiez pas les Juifs, vous, Céline. La parole qui les rassurait. Que c'était moi qu'on allait pendre, est sûr, certain, mais pas eux, pas eux. Ah, cher eux. Les livres que vous avez écrits. Est-ce que j'ai adouci d'agonie de trouille avec bagatelle. Jusqu'il fallait, ce qu'on me demandait. Le livre du bouc, celui qu'on égorge, d'épaisse, mais pas eux du tout, douillet, non, jamais. Plus un seul anti-juif d'ailleurs dans les 1142, plus un, pas plus que Morand, Monterland, Mauroy, Lazareff, Laval ou Brinon. Le seul qui restait, ma gueule, bouc providentiel, m'a sauvé tout le monde par bagatelle, les 1142 mandats, comme j'ai sauvé de l'autre côté Morand, Achille, Mauroy, Monterland, Tartre. L'héros providentiel con. Moi. Pas que la France, le monde entier, ennemi, allié, exige que j'y passe. Bien saignant. Ils ont monté un nouveau mythe. On n'éventre pas l'animal. J'ai vendu mon âme, mon diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable. Mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours. On ne joue contre l'amour. Mais le diable est sans secours. Bonne gens contre l'amour. L'âme au diable, Léo Marjane. Je vous retrouve après quelques publicités. Oh. Tu as encore été courir les magasins, toi? Un magasin, la Samaritaine. La Samaritaine Pont-Neuf, une immense exposition de jouets. Plus de 200 stands, toutes les grandes marques, des démonstrateurs, des conseils. C'est le paradis des jouets. Incroyable cette exposition de la Samaritaine. Les jouets les plus modernes, des jouets anciens réédités, des jouets du monde entier. Une journée là-bas, ça ne suffit pas pour tout voir.
Au paradis des jouets de la Samaritaine Pont-Neuf, on trouve tous les jouets dont rêvent les enfants. La Samaritaine. Quand vous êtes dans une banque, vous aimez que votre interlocuteur vous témoigne de l'intérêt. Au Crédit Lyonnais, avant de vous conseiller, nous nous efforçons de bien vous connaître. Alors venez nous voir au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, la grande banque qui vous connaît. À l'heure du dernier métro. Ah bah oui, Champs-Élysées, Matignon. Les petits cadeaux. Brno, à Saint-Germain. Vois pas le temps passer au drugstore. Au drugstore Publicis. En habit blanc, en habit de lumière, les poupées Pierrot pleurent des larmes de porcelaine pour leur colombine perdue, et leurs bras, leurs jambes se plient comme ceux des mimes d'autrefois. C'est un cadeau d'amour. Au drugstore Publicis. Ouvert tous les jours jusqu'à 2h du matin. Après l'école, les enfants sont là. Altor aussi. Des marques de crayons feutres sur les tables? Voici Altor Nettoie Tout, le nouveau nettoyant ménager qui fait et qui fait tout. Grâce à son pistolet vaporisateur, vaporiser, essuyer, c'est tout. Altor Nettoie Tout, le nouveau nettoyant ménager, toujours prêt. Petit ménager Philips, la qualité. La cafetière Philips vous donne un très bon café grâce à son filtre réglable. Cafetière Philips, modèle 5152 par exemple, 247 francs prix maximum. On ne tente d'imiter que le succès. Et le succès des Galeries Barbès s'explique par un effort constant de création de nouvelles formules exceptionnelles de financement sur tout l'ameublement. Prenons un exemple. Actuellement, pour 12 000 francs d'achat de meubles avant le 15 décembre aux Galeries Barbès, vous avez 1 an et demi de crédit gratuit, après acceptation et versement légal. Informez-vous sur tous les nouveaux programmes financement ameublement et rendez-vous aux Galeries Barbès, 55 boulevard Barbès ou 120 Faubourg du Temple, ouvert tous les soirs jusqu'à 22h30 avec buffet campagnard gratuit. Galerie Barbès à Vélizy 2, centre commercial régional, Europe 1. Il est 14h40, la suite d'Histoire d'un jour, Philippe Alfonsi. « 23 octobre 1944. 2 mois jour pour jour après la libération de Paris, si l'on s'occupe encore beaucoup d'épuration, l'heure est également à la reconstruction. Les moyens de transport et de communication sont dans un état désastreux. Les stocks de matières premières ont disparu. Les ports maritimes sont entièrement détruits. Plus de 2 millions d'hommes et de femmes sont toujours en Allemagne, dans les stalags, dans les camps de concentration ou dans les usines. Bref, l'état des finances est déplorable. Aussi, est-ce avec gravité que Georges Bidault fait le point sur la situation économique. Bientôt, pour relever les ruines, pour remettre en état les moyens de communication, pour reconstruire les villes bombardées, les fermes incendiées, les usines détruites ou vidées, les matériaux et les outils qui font aujourd'hui défaut réapparaîtront dans nos ports, sur nos chantiers, dans nos ateliers. La nation rassemblée et rééquipée sera en mesure de restaurer ses forces. Pour cela, il faut encore autre chose que des bras, des intelligences et des matériaux. Il est aussi nécessaire que toutes les ressources du pays se mobilisent, les ressources financières notamment, et qu'elles se mettent au service de cette œuvre immense de résurrection. Ce même jour, à Sigmaringen, on ne pense pas à reconstruire, mais seulement à survivre. Ici, dans cette enclave perdue en forêt noire, les hypothèses les plus folles se transmettent de bouche à oreille. Céline, quant à lui, par machiavélisme peut-être, colporte des nouvelles ahurissantes qu'il a entendues dans les rues de la cité maudite, et il s'en confie à Laval. La grande nouvelle, vous voulez savoir, monsieur le président? La nouvelle bien intéressante. Où l'avez-vous prise? Dans la rue, une chouette, et qui peut bien vous arranger. Mais allez-y, allez-y, vite! Eh bien que les Russes vont se battre avec les Américains. Voilà, monsieur le président. C'est ce qu'ils ont trouvé à Sigmaringen? Parfaitement. Il réfléchit. Les Russes contre les Américains? Mais absolument stupide, inepte, docteur. Vous avez réfléchi un peu? Non, mais on le dit. Mais ce serait le désordre, docteur, le désordre. Vous savez ce que c'est que le désordre? Un petit peu, monsieur le président. Mais vous n'avez pas fait de politique. Oh, si peu et vraiment si mal. Alors vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne savez pas ce qu'est le désordre, docteur. Une petite idée. Non, vous ne savez pas. Apprenez. Le désordre, docteur, c'est un Jules César par village et 20 Brutus par canton. Oh, je vous crois, monsieur le président. Mais ces bruits que Céline recueille et transmet, ces nouvelles insensées qu'il répand et dont il est le premier à rire, ne sont rien par rapport à celles que d'autres exilés colportent.
Ainsi, Alphonse de Chateaubriand, ce mystique égaré par amour du nazisme dans la collaboration, a tout bonnement perdu la raison. L'ancien directeur de la Gerbe, condamné à mort par contumace, croit encore que rien n'est perdu et que l'Allemagne vaincra. Comprenez, Céline, comme je l'ai écrit, la victoire appartiendra à l'âme la plus hautement trempée, la spiritualité d'acier. Nous avons cette qualité d'âme. Oh, certainement, Chateaubriand. L'âme, notre arme, la bombe. Je l'ai, je l'aurai. Oh, zut, je veux qu'ils me disent tout. Quelle bombe, Alphonse? Comprenez-moi, mon cher Céline, avec quelques compagnons de choc, nous avons choisi notre endroit. Oh, j'ai connu d'autres épreuves. Il se recueille, 3 très énormes profonds soupirs, et il reprend. Un endroit, une vallée absolument inaccessible, très étroite, un cirque, nous dirons entre 3 sommets, au fond du Tyrol. Et là, Céline, nous nous isolons, vous me comprenez? Nous nous concentrons, nous mettons au point notre bombe. Avec quoi, votre bombe? Oh, pas une bombe d'acier, ni dynamite, 1000 fois non, une bombe de concentration, de foi. Alors, mais un message, une terrible bombe morale. La religion chrétienne a-t-elle triomphé autrement? Une terrible bombe morale, n'est-ce pas, Céline? Exact. Si les locataires de Sigmaringen divaguent, à Paris, heureusement, on garde la tête froide. On sait que la libération de la capitale n'est pas synonyme de victoire. Pierre Mendès France, ministre des Finances, le rappelle à tous les Français. La dure réalité, c'est que la guerre n'est pas finie et qu'elle se poursuivra sans doute encore pendant de longs mois. La réalité, la dure réalité, c'est que la France est un pays en guerre. Un pays dont les moyens de communication ont été désorganisés par la guerre, dont les stocks ont été épuisés par la guerre, dont les ressources en main-d'œuvre sont terriblement réduites par la guerre, et qui doit cependant continuer à fournir un grand effort pour la guerre. La contre-offensive allemande démontrerait à elle seule, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a de possibilité pour personne de se désintéresser de la guerre. I always wanted to waltz in Berlin. Waltz in Berlin. Waltz in Berlin. The way things look, we'll be waltzing right into Germany. And Uncle Sam will be leading the band. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, du lieber victory. Always wanted to waltz in Berlin under the linden tree. I wonder how many of you folks today would like to be my partner waltzing down the streets of Berlin. Waltzing in Berlin, Little Jack Little. La suite d'Histoire d'un jour après quelques publicités. Et avec ça, monsieur, un fromage? Non. Vous avez le plateau? Oui. Il y a du camembert? Non. C'est du rustique. Oh, oui. Le rustique des fromageries Lutin, le camembert normand qu'on aime en Normandie. L'horloger bijoutier, aujourd'hui. L'horloger bijoutier a fait sa sélection. Il est technicien et propose, tant au point de vue qualité que prix, un article qui est concurrentiel sur le marché. J'ai par exemple en vitrine actuellement 1000 pièces. Du 21 novembre au 2 décembre, opération portes ouvertes chez tous les horlogers bijoutiers Promontor. Les nouvelles collections 79 en exclusivité chez votre horloger bijoutier. Opération portes ouvertes chez tous les horlogers bijoutiers Promontor du 21 novembre au 2 décembre. Est-ce que vous pouvez me donner le prix d'un pantalon en velours élastis chez Pantashop? 328 francs. 237 francs 196 francs. 119 francs. 119 francs, bravo. Comment le savez-vous? Mais j'en ai acheté 2 hier. Pantashop, la qualité moins le prix d'intermédiaire. Dans tous les magasins Mammouth, un immense choix de cadeaux à prix écrasé. Des cadeaux, il y en a de toutes les sortes. Des disques, des jeux, des boîtes de chocolat, des livres. Des tas de cadeaux, ceux que vous cherchiez et les idées auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Un exemple, un coffret d'outillage électrique Black & Decker avec perceuse 13 mm à percussion, scie à découper et 5 forêts au carbure, au prix écrasé de 390 francs. Chez Mammouth, un grand choix de cadeaux à prix écrasé. Dit-on sur les prix? Les 86 magasins But s'engagent à faire les prix les plus bas de France. Comment?
Avec le constat consommateur, parce que les clients, ils se renseignent, ils comparent les prix, puis ils viennent chez nous pour vérifier qu'on fait bien les prix les plus bas de France. Et si on n'est pas les moins chers, on s'aligne immédiatement sur le prix le plus bas. Oui, les 86 magasins But s'engagent à faire les prix les plus bas de France sous le contrôle absolu et permanent du constat consommateur. Pour l'ameublement, l'électroménager, Choisissez bien, choisissez But. Et petit bain moelleux, peut-être ben cuit. Et petit bain crémeux, peut-être ben cuit. Et petit à cœur, peut-être ben cuit. Mais pour sûr, c'est un rustique. Le rustique des fromageries Lutin, le camembert normand qu'on aime en Normandie. 14h49, Philippe Alfonsi, c'est à vous. « 23 octobre 1944. Les troupes alliées foncent vers l'Allemagne. Venant du sud, des divisions entières pénètrent en Alsace. Mais là, elles se heurtent à une contre-offensive allemande. Sur la radio libérée, les reportages se succèdent. Nous avons voulu discuter avec des hommes qui descendent directement des lignes pour avoir leurs impressions immédiatement après le maroute. Le lieutenant Ribot était hier soir en première ligne avec sa compagnie et a été relevé juste à temps pour servir notre chance et nous permettre de le questionner. Une forte concentration à laquelle les Allemands ne nous avaient plus habitués depuis longtemps tomba sur ma position. Je croyais que cette concentration n'allait durer que quelques secondes. Erreur. Cette concentration, immédiatement dans mon esprit, se transforma en tir de préparation. Un matraquage d'une violence inouïe, d'une durée de 5 à 10 minutes, tomba sur mes éléments de tête et autour de mon PC. J'alertai immédiatement le bataillon par fil. Heureusement, le fil n'était pas encore coupé. Quelques secondes plus tard, la liaison téléphonique était rompue. Et pendant ce temps-là, mes sections dégustaient. Les troupes françaises sont donc en première ligne. Il y a la 2e DB de Leclerc, bien sûr, mais aussi la première armée de Delattre de Tassigny. À la radio, calme, serein, Delattre fait l'éloge de l'armée française enfin retrouvée. Je crois que le malentendu de 1940 au sujet de notre armée peut être dissipé. Je m'explique. En 1940, tout le monde, en France et à l'étranger, avait confiance à l'armée française. On avait le souvenir de 1918. Brusquement, le réveil, la catastrophe. Alors, nous avons vu fleurir, et nous voyons encore l'excès inverse. Certains écrivains, rédacteurs, orateurs démontrent avec preuve à l'appui que décidément tout était pourri. En 1944, des régiments, des bataillons, des escadrons français, sous le commandement de hautes autorités alliées, certes, mais parfaitement constitués en grandes unités françaises, retrouvent les mêmes Boches sur le même terrain. Boches encore solides, disposant de chars excellents. Ils leur administrent des raclées qui seront intéressantes un jour à étudier en détail. Quels sont les officiers, sous-officiers et soldats qui ont gagné cette deuxième manche? Tout simplement, tout bonnement, les mêmes qu'en 1940. Sinon tous les mêmes individus, du moins les mêmes catégories. À la même heure, en Allemagne, dans l'enclave de Sigmaringen, le maréchal Pétain se terre dans ses appartements. Laval ne souffle mot. Mais tous les autres, les Déa, les Luchère, les Chateaubriand, les Abel Bonnard, tous ne parlent que d'une chose, l'avance des troupes alliées et surtout l'avance des troupes françaises. Céline enregistre les commentaires, note les craintes et prend un malin plaisir, dirait-on, à alimenter la peur qui tenaille tous les exilés de Sigmaringen. De sa plume grinçante, il s'amuse à imaginer des bains de sang que feraient couler, selon ses informateurs, les Sénégalais de Leclerc qui remontent le Rhin. L'armée Leclerc, il est déjà à Strasbourg, avec ses fifis et ses nègres. La preuve, ce qu'il arrive. Fuyards, réfugiés, calots comme ça, de ce qu'ils ont vu, les décapitages en série, coupe-coupe. Les Sénégalais à Leclerc, le sang à flot, plein les ruisseaux. Ce qu'on peut s'attendre d'un moment à l'autre, nous, ça que les galeux peuvent méditer. Est-ce qu'ils ont à se dire dans leur soupente, les 1142 mandats? Et tandis que Céline attise la peur des notables de Sigmaringen, en imaginant une ronde macabre de grands Sénégalais armés de coupe-coupe qui se rapprocheraient jour après jour du vieux château des Hohenzollern,
La BBC, pour sa part, attise la fureur de ces mêmes notables en faisant à sa manière la chronique de la vie quotidienne à Sigmaringen. C'est un sketch radio enregistré dans les studios de Londres qui brocarde les fidèles du gouvernement de Vichy réfugiés en Allemagne. Entrez, entrez, messieurs, n'ayez point peur. Fort heureusement, ils sont en cire. Ah oui, heureusement. Car sans ça, je ne serais pas très rassuré. Vos pensionnaires ont vraiment de sales têtes. Ils ont la tête de l'emploi, monsieur. Ce sont les plus jolis traîtres que nous ayons pu trouver. Nous ne prétendons pas vous faire visiter une collection complète. Il y a bien d'autres traites dans la France de Paris et dans celle de Vichy. Mais sans nous flatter, nous avons réuni là quelques jolis échantillons. Venez par ici. Tiens, tiens, quel beau groupe. Sous l'aile de ce Hitler déguisé en ange bénisseur. Quels sont ces deux bons hommes, le grand et le petit? Vous ne les reconnaissez pas. Le petit, c'est Marchel. Le grand, c'est Jacot. Marchel. Jacot? Marcel Déa et Jacques Doriot. Ah bon. Et quel est ce noble vieillard à cheveux blancs? Il a l'air bien honnête. Ne vous y fiez pas. C'est Hubert Lagardelle, un vieil ami de Pierre Laval. Ils se sont connus il y a une trentaine d'années, alors que Lagardelle dirigeait la revue Le Mouvement Socialiste. À côté de Lagardelle se trouve le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, Jacques Leroy-Ladurie. C'est un homme des trustes. Il a voulu créer des syndicats agricoles fascistes avant la guerre. Il est l'administrateur délégué de la banque Worms, spécialisé dans le financement des usines de guerre. Avant les hostilités, il entretenait de curieuses relations avec Marcel Déa, déjà nommé, et avec un autre collaborateur, Gaston Bergerie, aujourd'hui ambassadeur de Pétain à Ankara. Un autre joli coco. Et cet affreux petit avorton, là, dans le coin. Il est assez affreux, en effet. C'est monsieur Abel Bonnard de l'Académie française. Il y eut un héritage dans la rue des Trois Mages. Un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de Vittel et une coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme courbant les chines, qui leur dit: messieurs, ne dites pas qui est-ce, je suis le cousin de la nièce de l'homme qu'on met en pièces, et c'est pour ça que je veux. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? La table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de Vittel et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Prague, un personnage très vague, qui portait une bague, et qui leur dit: messieurs, ma grand-mère, volage, fauta dans son jeune âge avec le marchand de fromage, et c'est pour ça que je veux. Hein? Qu'est-ce que voulez-vous encore? Et la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de Vittel et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Ce fut le diable à quatre, les hommes voulurent se battre, les femmes devant l'âtre, appelez police secours, commencement d'incendie et presque épidémie, collective folie, et tout ça pour... Une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de Vittel, un fauteuil à bretelles, une table à coucou. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter chez nous. Histoire très lamentable de très vieux fauteuils et de très vieilles tables qu'une voisine fort détestable vint raconter chez nous. Et vous savez, ma bonne amie, par exemple, emporté avec le salon, il y avait même une petite empêche à truc à frapper. Charles Trenet. Histoire d'un jour est terminée. Les textes dits par Gérard de Sales sont extraits du livre de Louis-Ferdinand Céline, D'un château l'autre, publié chez Gallimard. Vous retrouverez Philippe Alfonsi demain à 14h pour une deuxième émission consacrée à la vie à Sigmaringen en 1944. Demain, il vous racontera le 6 mars 1945, au fur et à mesure de la débâcle allemande, la vie se désorganise à Sigmaringen. Louis-Ferdinand Céline en a été le témoin. 6 mars 1945, 9h du matin.
À Sigmaringen, dans une immonde petite chambre portant le numéro 11, au premier étage de l'hôtel Lowen, Céline, Louis-Ferdinand Céline, est en proie à une excitation fébrile. Son regard pétille et un sourire malicieux éclairent son visage d'ordinaire si tourmenté. Il danserait de joie s'il en avait le temps. À chaque instant, il jette un coup d'œil sur un long papier accroché au mur, un document d'1,50 m de long qui lui a été remis la veille au soir par le colonel Bommelburg, le chef de la police locale. Ce document fabuleux n'est autre qu'un Ausweis, un laissez-passer qui donne le droit à Céline et à sa femme Lucette de quitter l'Allemagne assiégée et de franchir la frontière danoise. Suprême faveur, autorisation unique que des centaines de réfugiés de Sigmaringen aimeraient bien posséder. Mais Céline, comme par hasard, est le seul à l'avoir obtenu, multipliant les démarches auprès des Allemands, ne ménageant ni les sourires hypocrites, ni les flatteries, ni même les insultes. « Allez, vite !» dit Céline à sa femme. « Dépêchons-nous, il faut encore faire les bagages, les adieux, le train est à 21 h, faut pas qu'on le loupe, foutrenons. Nous on s'en va, que les autres restent avec leurs maladies, leurs gales et leurs croûtes. » Mais Céline n'a oublié qu'une chose dans sa précipitation à plier bagages. Ce sont précisément tous ces malades de la colonie de Sigmaringen, tous ces malades qu'il soigne depuis 5 mois et qui ne savent pas encore qu'il s'en va. Alors, comme chaque matin, on frappe à sa porte, on fait la queue devant son cabinet improvisé, bousculant les préparatifs du départ. Dans son livre D'un château l'autre, Céline a raconté ses étranges consultations à l'hôtel Lowen de Sigmaringen. Ma consultation, c'était l'heure. Au premier étage du Lowen, au numéro 11, notre taudis. Je dis taudis, bah oui, de paillasse et quelle. J'en ai vu d'autres, certes, bien d'autres. Moi, là, toujours une chose sérieuse, par Jean Foutre, ma consultation. Comment nous étions installés, je vous raconterai. Vous pourrez aller vous rendre compte. J'ai lu bien des reportages, ci, là, sur Sigmaringen, tout illusoire ou tendancieux. Travioles, simili, faux fuyards, foireux, que diantre, ils étaient pas aucun au moment qu'il aurait fallu. Je vous parle énormément de WC, particulièrement ceux du Lowen. C'est qu'on était sur le même palier, la porte en face, et qui désemplissait pas. Tous les gens de Sigmaringen, de la brasserie et des hôtels venaient aboutir là, forcément, la porte en face. Tout le vestibule, tout l'escalier était bourré jour et nuit de personnes à bout, injurieuses, râlantes, que c'était la honte, qu'ils en avaient assez de souffrir, et que tout le monde se grattait en plus. Et ça se passait, repassait la gale et morpion. Oui, c'est vrai. Depuis 5 mois qu'il est à Sigmaringen, Céline, alias le docteur des touches, a soigné comme il pouvait toutes les maladies engendrées par la mauvaise nutrition et la crasse. Mais ce matin, il ne s'en soucie plus. Il ne veut plus entendre parler de ces petits miliciens miteux, de ces militants du PPF, de ces jeunes ou moins jeunes collaborateurs qui jusqu'à présent croyaient en la toute-puissance de l'Allemagne. Il en a assez de leurs peurs et de leurs rêves, de leurs délires et de leurs espoirs fous. Lui maintenant, il veut partir, oublier, tourner la page. Il y a longtemps qu'il ne croit plus au Reich et à ses armes secrètes, ces fameuses fusées V1 et V2 qui vont, paraît-il, changer le cours de l'histoire. Non. Lui n'a jamais cru aux promesses pleines de menaces de Goebbels, le grand maître de la propagande nazie. Je viens de voir des armes modernes allemandes à l'aspect desquelles mon cœur n'a pas battu plus fort, mais au contraire s'est arrêté un instant. Non, ces armes terrifiantes ne parviendront pas à endiguer la vague qui déferle sur l'Allemagne. Les forteresses volantes américaines et la chasse britannique auront raison des V1 et des V2. Rien ne pourra empêcher l'aviation alliée d'écraser les villes allemandes sous leurs bombes. Berlin l'orgueilleuse, Berlin la capitale du Reich, est désormais quotidiennement attaquée. Un avion ennemi a survolé la mer en direction du Reich. Sur son passage, la Flak entre en action. L'avion est pris dans les rayons des projecteurs. Il n'arrive pas à en sortir. Il vient d'être touché. Le voilà obligé de perdre de sa hauteur. Mise en flamme, l'appareil s'écrase au sol. Toute attaque sur le territoire allemand coûte de lourdes pertes à l'ennemi. L'Allemagne à son tour est sur la défensive. La Wehrmacht à son tour se bat sur son propre sol. Il est clair pour tout le monde que le Reich ne pourra plus résister bien longtemps.
Pour tout le monde, sauf pour les exilés volontaires de Sigmaringen. Ceux-là ne peuvent pas regarder la vérité en face, car la vérité, c'est leur mort. Alors, ils se racontent l'actualité à leur manière, ils transforment, ils interprètent, ils s'arrangent pour calmer leurs angoisses. Hitler décrète la mobilisation générale de tous les hommes de 16 à 60 ans. Eh bien, c'est la preuve, disent-ils, que la victoire est proche. Un peuple capable d'un tel sursaut ne peut pas être vaincu. Les laissés-pour-compte de Sigmaringen ne veulent pas admettre que cette armée de gosses et de vieillards, cette armée de la dernière chance, est en elle-même un aveu d'échec. Tous les hommes allemands de 16 à 60 ans vont être mobilisés, entraînés, et, si les Nations Unies leur en laissent le temps, envoyés à la bataille. Il s'agit bien entendu de ce qui reste d'à peu près valide après 4 années d'une guerre qui a ouvert dans la population du Reich des brèches sanglantes. Dans la mesure où la proclamation d'Adolf Hitler n'a pas pour unique objet de faire impression sur l'opinion publique allemande, et encore ne pourrait-il s'agir que d'une assez fâcheuse impression, on se demande quels pourront en être les résultats pratiques. L'état-major allemand n'a certainement pas laissé les armées alliées atteindre, puis entamer les frontières du Reich, sans avoir mis en œuvre toutes les ressources, en hommes et en matériel dont il disposait encore. Cette soi-disant mobilisation n'a donc qu'une valeur de propagande, et il reste à savoir si les Allemands ne vont pas enfin, et une bonne fois pour toutes, faire connaître à leur Führer qu'ils en ont assez qu'on leur mente et qu'on les envoie au massacre. C'est en effet une chose stupéfiante que cette docilité de l'opinion publique d'outre-Rhin qui, trompée, bernée, abusée, a pendant des mois et des mois continué à croire contre l'évidence même, à servir contre son propre salut. Nous, à qui la propagande allemande a essayé sans y réussir d'imposer ses mensonges, nous sommes en droit de nous demander comment il se fait que nos voisins de l'Est aient pu les absorber si longtemps sans jamais réagir sérieusement. Ce n'est pas une question de patriotisme, les porte-paroles de Vichy nous ont, au nom du patriotisme, raconté 1000 sornettes sans jamais réussir à nous convaincre. Patriotes, nous l'étions et nous l'avons prouvé. Et nous savions bien que ceux qui nous parlaient de la patrie continuaient à la trahir après l'avoir livrée à l'ennemi. Nous restions hermétiquement sourds aux manifestations de leur éloquence. Et nous allions notre chemin qui devait, à force de patience et de sens national, nous conduire à la libération. Ce 6 mars 1944, un homme au moins à Sigmaringen ne se fait plus d'illusions. C'est Louis-Ferdinand Céline. Lui, il boucle ses valises et s'apprête à quitter l'Allemagne. Voilà 2 mois qu'il a compris que tout était perdu pour le Reich. Il lui a suffi pour cela d'écouter la radio alliée. La contre-offensive déclenchée par les Allemands contre la première armée américaine il y a 9 jours a été non seulement virtuellement arrêtée, mais les Américains ont passé à l'offensive contre les forces de Rundstedt dans le Luxembourg. Les Américains ont en effet lancé une violente contre-attaque sur un front de 40 km au nord de la ville de Mersch et ont avancé de 3 à 6 km. Les Américains ont repris la moitié de Martelange, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg, sur la route de Liège à Arlon. Les Américains ont également chassé l'ennemi de Heidershofen. L'aviation alliée a puissamment contribué à arrêter la contre-offensive allemande. Dimanche, les plus grandes flottes aériennes qui aient jamais été réunies dans les airs sont parties à l'attaque des objectifs ennemis. L'aviation alliée a effectué 7000 sorties offensives dimanche. Pour la 3e journée successive, l'aviation alliée est repartie aujourd'hui en très grande force à l'attaque des colonnes et des communications de Rundstedt. 2000 bombardiers lourds américains, escortés de 900 chasseurs, ont ouvert l'attaque. Environ 130 avions ennemis ont été détruits dans la seule journée de dimanche, ce qui porte à plus de 300 le nombre des avions ennemis détruits en 2 jours de combat. Les appareils alliés ont également détruit près de 1000 véhicules allemands, y compris 106 tanks. En Belgique, les Allemands ont continué à progresser. Les avant-gardes allemandes ont été aperçues entre Marche et Rochefort. Les Américains tiennent toujours à Bastogne et ont repris Stavelot pour la 21e fois.
My Melancholy Baby, le roi Adler. La suite d'Histoire d'un jour dans quelques instants. Régler les factures de gaz, d'électricité, les impôts, c'est déprimant. Mais comment faire autrement? La BNP le fait pour vous. Il suffit de demander un prélèvement automatique sur votre compte. Prélèvement automatique à la BNP, du temps gagné et des soucis économisés. Beaucoup de femmes achètent leur café en paquet de 500 grammes ou d'1 kilo. N'est-ce pas un inconvénient pour la conservation de l'arôme? La Maison du Café nous répond. Non, mais à condition de choisir un café emballé sous vide. Bien sûr, mais avec un gros paquet, l'arôme finit par s'éventer à la longue. Nous y avons pensé à la Maison du Café, et c'est pourquoi nos grands modèles de café, en grains ou moulus, sont présentés en paquets séparés, emballés ensemble. Vous voulez dire que le 500 grammes et le kilo de la Maison du Café sont composés de plusieurs paquets distincts? C'est cela. 4 paquets sous vide, indépendants pour 1 kilo. Ainsi, pour chaque paquet, l'arôme du café est préservé jusqu'à l'ouverture. Café de la Maison du Café, en paquet fraîcheur sous vide, une garantie supplémentaire pour un café de grand arôme. De Vivaldi à Tchaïkovski, de Bach à Mozart, de Beethoven à Ravel, découvrez les grands musiciens. Le 1er et le 15 de chaque mois, un livre et un disque 30 cm pour 27 francs chez votre marchand de journaux. Aujourd'hui, Chopin, la vie et la musique de Chopin. Les grands musiciens, une collection Hachette chez votre marchand de journaux. Appris unique, tout plein d'idées pour les enfants. Appris unique. Des idées géniales, des idées de jouets. Pour les 3 à 6 ans, un baril de briques pour construire ses idées à 30 francs. C'est une idée pas chère. Une idée prise unique. Noël à prise unique, une forêt d'idées. Après l'école, les enfants sont là. Altor aussi. Des marques de crayons feutres sur les tables? Voici Altor Nettoie Tout, le nouveau nettoyant ménager qui fait et qui fait tout. Grâce à son pistolet vaporisateur, vaporiser, essuyer, c'est tout. Altor Nettoie Tout, le nouveau nettoyant ménager, toujours prêt. Darty. Désormais, en Lorraine, le contrat de confiance. À Metz, à Nancy, à Thionville. Darty, le contrat de confiance. Darty à Metz, zone commerciale de la Rotonde, route nationale 57, Moulins-les-Metz. Darty, 45 magasins en France. Vous écoutez Europe 1, il est 14h23. Nous retrouvons Philippe Alfonsi. « 6 mars 1945, à Sigmaringen, il est midi. L'écrivain Louis-Ferdinand Céline, plus connu ici sous le nom du bon docteur Détouche, referme pour la 10e fois de la matinée la porte de sa chambre sur un malade qui vient de se faire soigner de la gale. Sourire crispé, coup d'œil expert, poignée de main fatiguée, Céline en a assez de toutes ces pustules, de toutes ces maladies vénériennes, de toutes ces maladies contagieuses qu'il ne peut pas soigner faute de médicaments. En réalité, il n'a qu'une idée en tête en ce milieu de journée, partir, se sauver, oublier à tout jamais ce petit monde clos et étouffant de Sigmaringen. Disparaître, s'évanouir quelque part entre Danemark et Baltique, grâce à cet Ausweis, à ce laissez-passer que les Allemands lui ont enfin délivré. Mais le train qui doit l'emmener loin d'ici ne part qu'à 21h. Il va lui falloir attendre encore une longue journée et cela lui semble intolérable. Alors, n'y tenant plus, il laisse sa femme boucler les dernières valises et va faire un petit tour à la gare pour s'assurer que son train est bien là, que ce n'est pas un rêve. Mais quand il arrive sur le quai, Céline a un choc. En gare, il n'y a pas seulement un train, mais plusieurs. Des centaines de nouveaux réfugiés français en descendent, espérant être reçus à bras ouverts par le maréchal Pétain. Voilà qui avait de quoi exciter la verve de Céline. Bien des années après, il racontera dans son livre D'un château l'autre ce qui se passait sur les quais de la gare de Sigmaringen. 200 000 Françaises en Allemagne, qui se rabattaient de Berlin, de partout, de toutes les usines sur Sigmaringen, pour que Pétain les sauve. À la Briffe aussi, forcément, dès la gare, sauter des wagons par les fenêtres. Vous pouvez juger du nombre des personnes qui avaient faim autour des roulantes. L'affluence.
3 trains, tout bourrés de dactylos, chefs de bureau et généraux en civil. 3 trains de la mission Margoton, qui arrêtait pas de partir, revenir, pour Constance, jusqu'à l'aiguillage. Hop, sifflet, on s'en va. On retourne. Un autre bifurque, interdit de descendre. Ils se sauvent, ils cavalent nu-pieds aussi. Ils sont partout. Panard plein de crevasses. 2 mois qu'ils avaient zigzagué à travers l'Allemagne. Des bombes dans les voies en aqueduc croulé. On voulait plus de nulle part. Plus en haillons que nous encore. Les calots encore plus sortis. Ce qu'ils avaient vu est passé. 10 fois ils avaient pris feu. Ils savaient plus dans quel zigzag, sous quel tunnel, quelle province. Refoutu leur bastringue sur roue, eux-mêmes. Rempiraient le ballast, eux-mêmes. Personne ne les aidait. Sigmaringen, ils pensaient Lourdes. Pétain, la Mecque. Terminus miracle. Ça leur sortait les calots encore pire. Or, et à chaque portière 20, 30 tronches. Ils voyaient Pétain s'amener en personne, leur servir lui-même de ses menus, bien compensateurs des souffrances. Faisant champagne, glace marasquin, cigares comme ça. Pour les dames d'un certain âge, Pétain, c'était la France, c'est tout. Ma mère aussi est morte ainsi. Pétain, la France. Parlait qu'elle voulait plus de billets. Rester à la gare et c'est tout, fidèle à Pétain, à travers les rails. Lui, Céline, il n'est fidèle à personne. Ni à Pétain, ni à d'autres. Il n'est fidèle qu'à lui-même, à ses pensées et à sa vision pessimiste, désespérée de l'humanité. Et si en cet après-midi du 6 mars 45, il n'a qu'une hâte, fuir vers le Danemark, c'est qu'il ne se fait aucune illusion sur les intentions de l'armée Leclerc qui s'approche. S'ils me prennent, se répète-t-il, mon compte est bon. Je serai ramené à Paris pieds et poings liés et livré au bourreau. Céline, en effet, vient d'apprendre par la radio la tournure que prenait en France l'épuration. Le vieux Maurras a été condamné à la réclusion perpétuelle et à la dégradation nationale, tandis que Brasillac a été fusillé le 6 février 45. Et encore, se dit Céline, il ne s'agit là que de l'épuration officielle. L'autre, l'épuration sauvage, est bien plus terrible. Et c'est vrai que la soif de vengeance qui se manifeste en France commence à inquiéter les résistants les plus intransigeants. Maurice Schumann, qui scandait pourtant quelques mois plus tôt à la radio de Londres « Miliciens assassins fusillés de demain », tente maintenant de freiner les ardeurs des justiciers de la rue. Il est nécessaire que l'effort national se déploie dans l'ordre national, c'est-à-dire que ceux qui du haut en bas sont légalement responsables assument pleinement leurs responsabilités. Avant d'invoquer cette formule du général de Gaulle, prenons garde de la bien comprendre et surtout de ne pas la mutiler. Elle signifie sans doute que les autorités improvisées ont fait leur temps et que la charge de gouverner incombe au gouvernement. En effet, la justification du gouvernement provisoire, c'est qu'il rendra compte à la souveraineté nationale. Or, où serait la liberté, où serait la démocratie, où serait l'indépendance, si, comme au temps des fureurs de Berlin et de Vichy, des actes pouvaient être commis et des ordres donnés en matière de justice, en matière politique, et à plus forte raison en matière de justice politique, dont personne n'aurait à répondre devant personne. Cela, c'est la définition même du fascisme, du nazisme, du totalitarisme, et c'est précisément à cela, à tout cela, que nous faisons la guerre. Un coupable, si coupable qu'il soit, doit être condamné en vertu d'une loi, jugé par des juges réguliers, assisté d'un défenseur qualifié. C'est à cette condition que sont respectés la lettre et l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme, au nom de laquelle, même comme l'a dit Péguy avant qu'elle fût écrite, la France a toujours pris les armes. Il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la joie et le bien-être de ses fils et ses amis, mais pas pour l'ennemi. Sur le parvis de Notre-Dame, on sent passer le souffle du vieux temps. La Seine roule sa mémoire, chaque pierre est un peu d'histoire, chaque pavé un monument. Paris est à nous, de chacun il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la joie et le bien-être de ses fils et ses amis, mais pas pour l'ennemi. Paris des rois, Paris du peuple, de
de la concorde, des ateliers et des faubourgs. Paris qui fait sauter ses grilles, Paris plus fort que les Bastilles, Paris d'hier et de toujours. Paris est à nous, de chacun il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la joie et le bien-être de ses fils et ses amis, mais pas pour l'ennemi. Et de dessous la griffe sale, nous tirerons la capitale. Nous sommes jeunes et joyeux, nous sommes forts et courageux, et nous écraserons les gueux. Paris est à nous, de chacun il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la joie et le bien-être de ses fils et ses amis, mais pas pour l'ennemi. Paris est à nous, Germaine Sablon. Je vous retrouve après quelques publicités. Demain, nos villes ressembleront peut-être à nos campagnes. Demain, on retrouvera peut-être le rythme des saisons. Demain, les femmes aimeront toujours une eau de toilette fraîche et simple, et Chèvrefeuille d'Yves Rocher sentira toujours bon le chèvrefeuille. Mais aujourd'hui, Chèvrefeuille d'Yves Rocher coûte toujours 29 francs 50. 29 francs 50, c'est le prix d'hier. Alors demandez vite Chèvrefeuille en allant dans un centre de beauté Yves Rocher ou en écrivant à Yves Rocher. Venez chez Nicolas. Dans tous les magasins, il y a des offres Saint-Nicolas. Moulinex. Il me prend aujourd'hui comme une envie de travailler, mais sans trop me dépenser. Mais tu devrais participer au grand jeu Moulinex les champions. Il y a un voyage à Rio pour 2 personnes à gagner. Il faut trouver un slogan de 15 mots sur Moulinex. J'ai trouvé. Cuisinez sans vous fatiguer avec Moulinex et ne soyez pas xénophobe. Jouez du xylophone. On peut dire que quand tu t'y mets, ça se remarque. C'est facile quand on a le style. Vous aussi, vous pouvez gagner un voyage à Rio pour 2 personnes en allant chez votre revendeur Moulinex pour participer au grand jeu Les Champions. Moulinex. Il y a des petits problèmes qu'on a trop tendance à négliger. Exemple, la constipation. Essayez Herbezan instantané dans une tasse d'eau chaude ou froide et demandez son avis à votre médecin. Herbezan instantané, en flacon ou en dose, chez votre pharmacien. Petit ménager Philips, la facilité. Les fers à vapeur Philips sont aussi à l'aise dans la soie que dans le jean. Fer à vapeur Philips, modèle 1242 par exemple, il ne coûte que 169 francs prix maximum. Philips. En décembre, pour la Saint-Nicolas, c'est la fête des vins chez Nicolas. Les 86 magasins But s'engagent à faire les prix les plus bas de France. Comment? Eh bien moi, avant d'ouvrir mon magasin, j'ai cherché pendant 6 mois un local très bon marché. Ici, pour un faible prix, j'ai un grand magasin, comme vous voyez, où je peux présenter plus de 5000 articles. Un grand choix, les prix les plus bas possibles. Les clients, c'est ce qu'ils demandent. Des frais généraux réduits au minimum, voilà comment les 86 magasins But peuvent s'engager à faire les prix les plus bas de France, garantis par le constat consommateur. Pour l'ameublement, l'électroménager, bon. Choisissez bien, choisissez But. 14h33, la suite d'Histoire d'un jour, Philippe Alfonsi. Sigmaringen, 6 mars 1945. Les valises de Louis-Ferdinand Céline sont bouclées. D'invraisemblables ballots de linge et de vivres encombrent sa chambre à l'hôtel Lowen, où Lucette, sa femme, met la dernière main aux préparatifs du départ. Céline, lui, pendant ce temps, flâne dans Sigmaringen pour serrer la main de quelques amis avant de filer. Il n'est pas mécontent de leur dire au revoir. Il n'est pas mécontent de quitter cette ville piège, cette ville quotidiennement bombardée par la RAF. Ça ne l'amuse plus, la peur des autres. Ça ne l'amuse pas, la lâcheté, les combines, les délires. Il a tout vu, tout entendu. Il peut partir. Il a sa moisson de souvenirs et d'anecdotes. Il pourra témoigner. Il pourra faire la chronique de Sigmaringen. Donc, vous comprenez la promenade. Distance, protocole. Pas question de bras dessus, bras dessous. Très loin les uns des autres. Le maréchal, chef de l'État, très en avant et tout seul. Son chef d'état-major, Debenay, le manchot, 3 pas en arrière. Et à gauche, plus loin, un ministre. Plus loin encore, un autre ministre, que le, séparé par au moins 100 mètres. Et puis, les flics. La procession sur au moins 3 kilomètres. On pourra dire tout ce qu'on voudra, je peux en parler à mon aise puisqu'il me détestait. Pétain. Pétain, Debenay avance bon pas, longe le Danube, la berge, la promenade rituelle, tout seul en avant, et les ministres loin derrière. Le protocole est ainsi. D'abord le glaive, Pétain. Et puis la justice, et puis les finances, et puis les autres, les mégoteux.
les dits récents, les ceux qui n'ont pas plus de 3 à 4 siècles. Les vrais ministres, les ceux de poids, doivent remonter à Dagobert. Justice, Saint-Éloi, voilà un ministre. Marion et son information, pas 50 années, pas regardable. Par exemple, pour nous trois, Bébert, le seul qui comptait. Il s'agissait donc, pas d'histoire, de nous adhérer à la promenade, catiminois, qu'il puisse nous refiler les petits pains et les rognures sans que personne graffe. De cette promenade du maréchal, Céline s'en délecte. Chaque fois qu'il y assiste, on dirait qu'il s'y passe quelque chose de démesuré, un événement juste à la hauteur de son délire. Écoutez-le plutôt raconter la folie du faux amiral Corpechot. Après, mettons 2 kilomètres de berge du Danube, vous voyez surgir une silhouette. Ça manquait jamais. Une silhouette à geste. Signe d'avancer ou de reculer. Un signe que Pétain avance encore ou fasse demi-tour. On la connaissait. Silhouette. C'était l'amiral Corpechot. Il avait la garde du Danube et le commandement de toutes les flottilles jusqu'à la Drave. Il voyait venir l'offensive russe. Le maréchal en pleine promenade. La flotte fluviale russe remontait le Danube. Il était certain. Il s'était nommé lui-même amiral aux estuaires d'Europe et commandant des 2 berges. Il voyait la flotte russe de Vienne passer la Bavière et prendre le Wurtemberg à rebours. Et Sigmaringen, forcément. Et toute la collaboration. Et surtout, Pétain. Il voyait Pétain kidnappé, ficeler fond de cale d'un de ces engins submersibles qu'il avait vu sortir de l'eau. Oui, lui, amphibie, qui pullulait et passait peste. Corpechot me racontait tout. Je le soignais pour son emphysème. Il avait eu connaissance de tous les plans russes, matériel et stratégie. Il savait même le fin du fin de leur dispositif aéro-aquo-terrestre, la catapulte par hydrolyse, le système à d'air renversé sous-nautique. Vous dire ce qu'on pouvait s'attendre. J'étais jamais étonné de voir Corpechot surgir, une berge l'autre, nous faire des signes que la promenade était finie, que les Russes étaient signalés. Pas de surprise pour Pétain non plus. Il faisait demi-tour, les ministres avec. Vous pensez que ce Corpechot, on l'avait arrêté 10 fois, 20 fois, et 20 fois relâché. Mais la promenade du maréchal n'est pas finie. Elle n'est jamais finie pour Céline. La voici quelques instants plus tard, prise sous le feu des avions de la RAF. Au pont métallique du chemin de fer, toute la caravane s'arrête pile, sous la première arche. Oh, pas pour l'alerte, c'était l'alerte perpétuelle. Les sirènes finissaient pas. Mais la RAF cherchait le pont, juste le pont. Au moment précis, pas du mirage. Ils lâchaient tous leurs chapelets de bombes au-dessus du pont, à pic, tout à trac. 3-4 avions à la fois. Mais comment ils faisaient pour le louper? Leurs chapelets de bombes faisaient geyser, le Danube embouillé. Et de ces éclaboussements de vases, et dans les labours, 3-4 kilomètres dans les champs. Nous, on était pressés sous l'arche, agglomérés contre l'énorme pilier granit. C'était l'occasion de pisser. Tous les ministres, et les partis, et le maréchal. Je connaissais tous leurs prostates. Certains avaient des gros besoins. Pour ça, plus commode, les buissons. Les voilà partis au taillis. Bridoux a eu fini de pisser. Il se l'est secoué, bien secoué. Et il a dit « Agissons, messieurs, agissons !» Agir quoi? Il a donné son idée. « Qu'on s'égaye! Principe de la cavalerie, enfourrageur! Tous enfourrageurs !» Combien on était là sous l'arche tassés contre la pile? À peu près 30. Ah, je voyais que Bridoux avait raison. Les bombes arrivaient plus proches. Plus proches. Elles moucheraient le pont. Bientôt, quand même. Ça finirait, cette maladresse. Nous, là, tout le groupe, bien hésitant, ministres, partis, flics franco-boches, pas chaud pour les fourrageurs. Au moment, là, vraiment tragique, Pétain, qui avait encore rien dit, l'a dit. En avant! Et montrait où il voulait. En avant, ça canne. En avant, qu'on sorte tous de dessous l'arche, qu'on le suive. En avant! Et que ça se reculotte. En avant! Lui-même avec Debenay, dehors. Oh, sans aucune hâte. Très digne. Direction, le château. J'ai vu, moi je peux le dire, le maréchal sauver l'haute cour. Sans lui, sans sa froide décision, jamais un serait sorti de sous l'arche. Pas un ministre, pas un général. Ni des fourrés, c'était la fin. Sans réquisitoire et sans verdict, bouillie totale. Ce 6 mars 1945, Céline n'a plus envie d'assister à la promenade du maréchal. Ça non plus, ça ne l'amuse plus. Il a envie de changer d'air, d'échapper à cette prison sans barreaux, si toutefois les Alliés lui en laissent le temps. Car aujourd'hui, précisément, le jour même où il doit partir, voilà que les Américains, comme un fait exprès, franchissent le Rhin. Il a appris ça tout à l'heure en prenant un dernier verre avec des amis. Du coup, livide, furieux, il est rentré à l'hôtel Lowen et fébrilement il cherche à capter la radio française sur son poste de TSF. Au bout de quelques instants, c'est la voix de Pierre Crénès qui lui parvient. Mais il n'est pas question du Rhin.
et les troupes françaises avec lesquelles se trouve le reporter viennent seulement de franchir la frontière allemande. Pour la première fois, je vous parle d'Allemagne. J'ai traversé il y a 1 heure à peine la province du Limbourg et après avoir longé les premières séquences de la ligne Siegfried pendant quelques kilomètres, pieux et cônes anti-chars que la neige chapeaute de blanc, j'ai passé la frontière allemande. Entre la douane néerlandaise et la douane du paradis hitlérien, un military policeman sourit et vous indique la route. Il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, celle qui mène au cœur de la Bochie à la victoire. La promenade en jeep n'est pas désagréable aujourd'hui. Le soleil n'est certes pas chaud, mais il est présent. Je vous parle d'Aix-la-Chapelle, de Aachen, première grande ville d'Allemagne occupée par les armées alliées. Je suis devant les ruines du théâtre d'Aix-la-Chapelle sur la Theaterplatz. Je dois vous parler de la guerre. Le front n'est pas très loin. Mais je ne peux m'empêcher de vous dire que je n'ai jamais aussi bien senti la victoire, même aux plus belles heures de l'insurrection parisienne, qu'entre les pans de murs calcinés de cette ville détruite. Pas une maison n'est intacte. Les rues ne sont pas encore déblayées, la désolation. Mais je ne suis pas du tout désolé. Qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, en bénissant nos 3 couleurs, et sous un soleil magnifique, retentissait ce chant vainqueur, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Et lorsqu'on déclara la guerre, on nous vit tous avec élan, nous élancer vers les frontières, pour en chasser les assaillants, en criant, en chantant, en avant. À y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Les Africains, Bordas. La suite d'Histoire d'un jour après quelques publicités. Attention, offre exceptionnelle Finger. Finger vous offre un chèque cadeau de 1000 francs. Oui, 100 000 centimes sur l'achat d'un orgue électronique Finger. Exemple, l'orgue Finger Diana. Valeur 8100 francs. Prix exceptionnel 7100 francs. Ou 182 francs par mois en crédit total sur 5 ans, sans versement comptant. Demandez votre chèque cadeau en écrivant à Europe 1 Finger, CEDEX 4, 75 300 Paris-Brune, avant le 10 décembre, minuit. Les Galeries Lafayette vous souhaitent des fêtes scintillantes.
À la Galerie Mode des Galeries Lafayette, toutes les boutiques sont en fête. Elles étalent somptueusement leurs plus beaux atours et les grands créateurs rivalisent d'idées. Les pantalons sont drôles et en satin, les robes faussement sages, les jupons en taffetas. Et à la Galerie Mode des Galeries Lafayette, on trouve tous les accessoires de la mode 79. Des cravates en lamé, des mini-sacs en plumes, des ceintures à paillettes et des fleurs à la boutonnière. C'est partout la fête des idées, aux Galeries Lafayette. Je crois que c'est le moment de faire de la cuisine à l'huile. À l'huile, le sieur arachide. Pour l'achat de 6 litres le sieur arachide, le sieur vous offre 1 litre gratuit. Alors, regardez vite les étiquettes le sieur arachide. Première mise en vente délibérée chez Lady, le carrefour de la fourrure, 42 Chaussée d'Antin. Libre choix sur 4 étages de milliers de manteaux, de vestes, d'étoles, de peaux, de couvertures à des prix de défi. Lady, 42 Chaussée d'Antin et 2 autres adresses à Paris, Chantal, 31 avenue du Général Leclerc, la Boîte à Bison, passage du Lido, 78 Champs-Élysées. C'est Paris, c'est Lady, c'est vraiment pas cher et à crédit. La famille M, M Super M. Aujourd'hui, la famille M rend visite à Mamie M. Bonjour mamie, bonjour. Tiens mamie, un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Des cerises aux kirsch Colère, la boîte de 36, 25 francs à Super M. Bien moi aussi, j'ai une surprise. Oh. Un assortiment extra Lanvin, boîte de 72 pièces, 35 francs à Super M, Rouen-Saint-Sever et les Mureaux, comme dans tous les Super M. La famille M, M Super M. Maman, c'est pourquoi faire ce nouveau flacon bleu sur la baignoire? Le bain crème Nivea, c'est pour rendre la peau douce pendant le bain. Pendant le bain? Oui, le bain crème Nivea, c'est un bain moussant, mais c'est Nivea qui le fait. C'est pour ça qu'il prend bien soin de la peau et la rend toute douce. Toute douce? Alors je nous préparer un bain? Eh oui, le bain crème Nivea, c'est maintenant toute la douceur attentive de Nivea dans votre bain. Aujourd'hui, vendredi, vol Royal Air Maroc au départ de Toulouse à destination de Casablanca. Embarquement 14h15. Royal Air Maroc, c'est 40 vols par semaine au départ de 8 grandes villes de France. Avec Royal Air Maroc, le Maroc n'a jamais été aussi proche. Vous écoutez Europe 1, il est 14h47 minutes. Philippe Alfonsi, c'est à vous. « 6 mars 1945. Il est 20h. Un invraisemblable équipage se présente devant la petite gare de Sigmaringen. Procession loufoque, caravane de cauchemars, il y a là des dizaines d'hommes et de femmes qui portent un nombre incroyable de ballots accrochés à des perches, de valises, de colis de toutes dimensions et de toutes sortes. En tête du cortège marche Louis-Ferdinand Céline, l'œil pétillant de malice, les épaules recouvertes d'une quantité de canadiennes rapiécées et portant sur son ventre, dans une besace, son chat Bébert, qui ne perd pas une miette du spectacle. Cette fois, ça y est, Céline et sa femme partent pour le Danemark. Le moment tant espéré est enfin venu et tous les amis sont là pour leur dire adieu. Il y a Abel Bonnard, l'académicien, Marion, le ministre de l'Information de Sigmaringen, le Vigan, son copain acteur, Lucien Rebattel, écrivain, et enfin le docteur Jacot, le médecin qui va prendre la relève de Céline auprès des malades de la colonie française de Sigmaringen. Tous envient Céline de pouvoir quitter l'Allemagne. Car aucun d'entre eux, en cette soirée de mars 45, ne se fait plus d'illusions sur le sort du Reich et donc sur le sort des collaborateurs français. Leur dernier espoir, ce n'est pas peu dire, avait été Doriot. Oui, Doriot, le chef du PPF, qui 8 jours auparavant croyait encore qu'il pourrait jouer un rôle politique dans le cas où l'Allemagne parviendrait à repousser l'offensive alliée. On n'en était plus à un délire près. Toujours est-il qu'à la dernière seconde, alors que le navire sombrait, tous les anciens ténors de Vichy se bousculaient pour s'inscrire au PPF, espérant que Doriot, épaulé par Hitler, réussirait à renverser le gouvernement provisoire installé à Paris et à prendre la place du général de Gaulle, tout simplement. Plus tard, Céline racontera cette bousculade autour de la boutique PPF du recruteur Doriot. Doriot en personne n'est jamais venu à Sigmaringen. Hérold non plus, son aboyeur, ni Sicard. C'est Sabiani qui tenait lieu, place en cette boutique du parti. Cette boutique avait 2 vitrines, et dans chaque vitrine des malades, vraiment au plus mal. De faim, de vieillesse, et de tuberculose, et de froid, et de cancer. Une vitrine, c'était des pliants. L'autre, des fauteuils transatlantiques. J'ai vu pendant bien 2 mois mourir un grand-père PPF avec son petit-fils sur les genoux, comme ça, sans remuer, dans un fauteuil transatlantique, crachant ses poumons.
Dans la boutique même, c'était aussi plein de crevards. Les bancs, plein les bancs, le long des murs, ou à même le sol, allongé ou en tas. Sabiani lui-même se tenait dans l'arrière-boutique. Il prenait les adhésions, délivrait les cartes, signait, tamponnait. Il avait les pleins pouvoirs. Il s'en est fallu d'un poil que la France tourne PPF. Hitler, moins con. Il avait du monde, Sabiani. Tout le monde adhérait. Tout ce qui regardait aux vitrines. C'était une façon de rester là, d'entrer et de s'asseoir. Sûrement le PPF était le parti qui recrutait le plus. L'effet des vitrines et des bancs. S'il avait donné à manger, en plus, la moindre gantouze, il aurait recruté tout le patelin, y compris des boches, civils comme Grifton. Oui, 15 jours avant ce 6 mars 1945, on s'inscrivait encore au PPF de Doriot. Mais Doriot, aujourd'hui, est mort, et bien mort. Il a été tué le 22 février précédent, alors qu'il se rendait à Sigmaringen pour y rencontrer Dea. Sa voiture a été prise sous le feu d'un mystérieux avion. La version officielle donnée par les Allemands veut que Doriot ait été la victime de l'aviation alliée. Cette version n'a jamais convaincu les proches du PPF, et surtout pas l'écrivain Saint-Paulien. Nous avons fait des recherches. D'abord, nous n'avons pas pu retrouver ce chauffeur sudète qui conduisait cette voiture, qui était blessé. Et ensuite, nous avons eu des amis qui ont recherché ce qui était arrivé à ces avions, paraît-il, alliés qui survolaient la région. Et puis nous nous sommes renseignés. On a voulu décorer les aviateurs alliés qui avaient, dit-on, mitraillé Doriot. On a fait des enquêtes. On ne les a jamais retrouvés. Oui, Doriot est mort, et avec lui s'est effondré le dernier espoir de ceux qui aujourd'hui voient sur le quai de Sigmaringen s'enfuir leur amie Céline. Tous aimeraient bien partir avec lui, quitter l'Allemagne. Mais comment faire sans laisser passer, sans cet Ausweis que Céline leur brandit sous le nez avec quelques mufleries? Certes, ils pourraient tenter de passer la frontière suisse, mais les quelques tentatives de fuite ont été sévèrement réprimées par les Allemands. Céline a raconté dans son livre D'un château l'autre le retour pitoyable du commissaire Papillon. J'étais devant notre porte, le 11. Un boucan d'en bas et des ordres. « Laissez passer, laissez passer !» C'est le commissaire Papillon. Sa tronche, il est tellement tuméfié. L'État, que presque je l'aurais pas reconnu. Boursouflé, double, triple, comme les pieds des soldats de la gare. Qu'est-ce qu'ils avaient mis? Soigner les Fritz. Je vous ai pas dit, je le connaissais, ce Papillon. Commissaire spécial de la garde d'honneur du château. Spécial, attaché à Pétain. L'aventure. Je voyais, je comprenais. Je l'avais constamment dans l'esprit, le commissaire spécial Papillon. Et depuis bien des mois. Depuis le moment qu'il m'avait dit « Vous savez, docteur, on y va. » Même c'est la justice à me rendre, j'y avais répondu tac, net. Commissaire, vous y perdrez tout, c'est un piège. Ils vous ramèneront en bouillie, restez au château. Basta, il en avait fait qu'à sa tête. Il n'était pas le seul sur cette idée de passer en Suisse. Pardi, les 1142 lavés, tout Sigmaringen demandait qu'à se sauver à balle par Schaffhausen. Mais voilà, la frontière. S'il s'était fait embarquer le commissaire spécial Papillon et ramener comme en cheville avec un passeur, soi-disant, un passeur, où nous en étions. Normal, naturel pour les cigarettes, la morphine et les lampes de poche, mais pour soi-même en personne, c'était se foutre bien sûr entendu dans tous les traquenards de bourg, Fritz, Franzone et Suisse. Il avait le bonjour, Papillon, il avait vu, j'y avais dit. Surtout policier d'État, pas puceau, non? Là, c'est les Fritz qui avaient gagné. Ils le ramenaient, boudinaient, enchaînaient, ils le déposaient sur le palier, vlang, devant les gogues, que tout le monde... Carrément, faf, mouche, pas d'histoire. De jour comme de nuit, rigodon. Un coup de projecteur, on vous demande. Pas plus loin, touriste. Abattu, ficelé, embarqué, 5 secs. Le scénario était classique, ou laissé sur place, froid. C'était selon les ordres de Berlin et de Berne, ou ramené en fridelis, comme le commissaire Papillon, gisant, exposé, enchaîné, que tous puissent bien voir, se rendre compte. Oui, les Allemands devenaient méchants, même avec leurs anciens amis et collaborateurs, si l'on peut dire. Alors que tout s'écroulait autour d'eux, les dirigeants nazis sortaient leurs griffes et n'hésitaient pas à réprimer durement la moindre rébellion. La Wehrmacht elle-même n'était pas épargnée. Les officiers qui complotaient ou qui seulement critiquaient le régime étaient traduits en justice et fusillés. Écoutez comment le juge Fressler, de sinistre mémoire, injuriait un officier de haut rang, accusé de trahison pour avoir refusé de massacrer des prisonniers de guerre. Dass sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Wesentlich gedacht an die vielen Morde. Morde? Die im Inlass auslassen.
sind ja ein Späviolum. Kennen Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Verbrechen Sie darunter? Präsident. Ja oder nein auf eine klare Antwort. Nein. Nein. On comprend que dans un tel climat de folie, dans cette Allemagne qui croule de partout, Céline, en cette soirée du 6 mars 45, n'est qu'une hâte, qu'un désir, fuir loin de cet enfer, loin de cette poudrière de Sigmaringen. Et tandis que le tortillard qui l'emporte se met en branle, Céline, en ricanant, déploie une dernière fois son laissez-passer par la fenêtre, narguant les amis qu'il laisse sur le quai, des amis qui n'ont pas eu, qui n'auront pas la même chance que lui. Le train prend de la vitesse et Céline voit par la fenêtre s'éloigner Sigmaringen et son château, Sigmaringen et ses rescapés de Vichy. Adieu Sigmaringen, adieu les 1142 condamnés à mort. L'article 75 au cul. Il commençait culot à se plaindre que la nourriture était lape, que la question Stammgericht et même Hausgericht était que pure et simple foutaise. Famine, voilà ce qui se grommelait bientôt sur le ray, et que les hébergés du château, pontifes, ministres et patati, actifs et sommeil, et leurs épouses et maîtresses, gardes du corps, nounous et bébés, par contre l'avaient joliment chouette. Et les généraux, amiraux et ambassadeurs, dont ne sait d'où, que tout ça était que plurilard, gras, plein de sang, des 8, 16 cartes chacun, qu'il était temps que ça se dégueule. À bien réfléchir, historique, Pétain, Debenay était qui dirait plus en scène. Plus rien d'autre du tout à foutre en scène. L'acte encore de l'Empire français. Rideau, au Sénégalais, l'acte suivant. Pétain finit d'incarner. La France a marre. Qu'il rende qu'on le tue. La page tourne. Histoire d'un jour est terminée. Les textes dits par Gérard de Sales sont extraits du livre de Louis-Ferdinand Céline, D'un château l'autre, publié chez Gallimard. Vous retrouverez Philippe Alfonsi lundi à 14h. Il commencera avec vous une série de 5 émissions consacrées à Francis Blanche. Lundi, il vous racontera le 19 novembre 1945. L'émission Sans rime ni raison s'impose sur les antennes de la radiodiffusion française. Elle est produite par Francis Blanche, jeune débutant du music-hall d'après-guerre. Lundi, 14h, Histoire d'un jour. Le bain crème Nivea, c'est un nouveau bain moussant, mais c'est Nivea qui le fait. Oui, le bain crème Nivea, c'est maintenant tout. Histoire d'un jour.